Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 22 février 2026 et notre cher ami Stanislav Krapivnik est avec nous. Bon retour parmi nous, Stas. Merci, toujours un plaisir. Veuillez cliquer sur j'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes. Et Stas a son propre podcast. Stas, s'il te plaît, dis-nous quelque chose à propos de ton podcast et de ce que tu y fais. Je regarde déjà ton podcast, il est incroyable. Je voulais que tu le présentes à notre public. Eh bien, sur X, je suis à Stanis Kripim. J'ai pas pu mettre le nom complet, trop de lettres. Et puis sur YouTube, je suis à Mr. Slavic Man, Slavic avec un K, pas un C. Principalement de la politique et de l'analyse, quelques prévisions ou mises à jour météo. Quand il fait beau, j'en fais beaucoup pendant que je promène mon chien. J'ai les Drago Dog Walk Talks. Drago, c'est son nom. Le temps ne le permet pas en ce moment. Nos congères de neige montent à peu près jusqu'à la taille ou la poitrine, donc je vais devoir attendre encore quelques mois avant que ça reprenne. C'est donc surtout depuis mon bureau, pour l'instant. Et quand je voyage, je fais un peu de blog sur la route. Je montre les environs. La Russie n'est pas entièrement gelée. Avec un peu de chance, le mois prochain, elle ne le sera plus du tout. Oui, il prévoit quelques signes plus sur le thermomètre vers la fin de la semaine prochaine, au lieu des mois. Oui. Et Stas, laisse-moi intervenir. Laisse-moi commencer par ce qui se passe. Une situation sérieuse en Asie de l'Ouest, entre les États-Unis et l'Iran. Beaucoup de gens disaient que l'attaque allait avoir lieu hier ou avant-hier, mais cela ne s'est pas produit. Quelle est ta compréhension des armes et des capacités dont disposent les États-Unis et qui pourrait leur donner, je ne sais pas, un certain levier ou une forme de domination en Asie de l'Ouest? Comment vois-tu la combinaison d'armes que les États-Unis ont déployées là-bas? Eh bien, vous savez, si vous voulez prédire l'attaque, commencez par faire asseoir les Iraniens chez eux, en attendant de négocier. Alors c'est probablement l'attaque de 91. C'est généralement ainsi que les États-Unis et Israël jouent à ce jeu. Oui, demain, des négociations? Attendez juste un instant. Ils ont essayé la même chose avec Vladimir. Vladimir a répondu avec 91 drones. Donc oui, cela semble être le modus operandi de nos jours. Mettre les gens en bons termes pour négocier, puis essayer de les tuer. Ce qui est assez typique dans la sphère anglo-saxonne occidentale. Vous vous souvenez de Game of Thrones ou de la série? Les livres s'intitulent A Song of Ice and Fire. Le mariage rouge? Eh bien, c'est basé sur des événements réels, et il y en a eu plusieurs de ce genre. Des banquets de mariage qui se transforment en massacres de l'autre côté. Oui, c'est pas quelque chose qui s'est produit une seule fois, n'est-ce pas? Il semble que ce soit le mode opératoire de l'Occident. Il y a même eu un problème lorsque les pèlerins sont arrivés. Ils considéraient les Indiens comme des sous-hommes, pas humains du tout. Une sorte de démon venu des bois, parce qu'ils étaient protestants. Les catholiques, eux, avaient eu le problème où le pape avait dit « Eh bien non, ce sont des êtres humains. Ils ont une âme humaine. Il faut les sauver. Donc vous ne pouvez pas les traiter comme des animaux. » Oups. Mais les protestants n'avaient pas ce problème. Il y a donc eu des cas où ils organisaient un festin, tuaient tout le monde, les empoisonnaient tous avec du vin et célébraient. Ils ont tué environ 300 personnes de cette manière. Oui, donc si tu veux faire une prédiction, ce serait un assez bon indicateur. Ils sont prêts à négocier. Oui, ils vont probablement attaquer. Avec quoi peuvent-ils attaquer? Maintenant, pour en venir à la vraie question, les États-Unis ont déployé beaucoup de plateformes d'armes dont on entend souvent parler, mais ce ne seront pas les principales. Les États-Unis ont 2 groupes aéronavals, le Lincoln dans l'océan Indien et le Gerald Ford en Méditerranée orientale. D'ailleurs,
Dans le cas du Gerald Ford, mon Dieu, ces gens doivent commencer à être épuisés. Ce navire a besoin de maintenance. Il est en mer depuis longtemps et sur leur site web, ils disent qu'ils rentreront vers la fin du mois d'avril. Des navires comme celui-là ne restent pas en mer pendant un an d'affilée. Ils ont besoin de maintenance et les équipages ont besoin de relève. Que cela plaise ou non, tu sais, c'est peut-être un immense navire. Il peut y avoir des salons de coiffure et des discothèques, je ne sais pas quoi d'autre. Je ne suis pas sûr pour les discothèques, mais ils ont bien des clubs où l'on peut boire un verre et se détendre. Mais cela reste un navire. Les gens ont besoin de temps pour descendre de ce fichu bateau et se reposer. L'équipage doit être plutôt fatigué. Ils viennent de naviguer jusqu'au Venezuela pour, tu vois, jouer à l'Empire. Maintenant, ils ont mis le cap sur la Méditerranée orientale pour jouer à l'Empire. C'est d'ailleurs ce que Trump attendait, pouvoir positionner davantage de matériel. Ce n'est pas seulement une question d'amener des avions. Par exemple, il dispose des 7 principales escadrilles américaines de F-35, soit environ 144 avions. Les Britanniques ont amené leur escadrille de F-35 et ils ont aussi des F-18 et des F-16 sur place. Ils transfèrent maintenant du carburant, des pièces d'avionique et des missiles. Parce que, vous savez, une fois que vous avez tiré ce que vous aviez, il faut retourner recharger. Donc il faut tout faire entrer. La logistique de la guerre, il faut que tout soit en place. Et cela prend en réalité plus de temps, évidemment, que de déplacer un avion. Les Britanniques ont également envoyé 5 ravitailleurs pour le ravitaillement en vol. Tout cela se trouve à Chypre. Ils amènent ce qu'ils peuvent, comme des destroyers et ainsi de suite, pour défendre Israël, car Israël ne va pas se sortir de cette situation. Ils essaient de s'en tirer en disant « Oui, si l'Amérique attaque, nous ne sommes pas vraiment impliqués. » Et les Iraniens ont répondu « Non, vous allez y passer quand même, parce que nous savons que les Américains attaquent à cause de vous. » Franchement, si l'Amérique menait une politique étrangère centrée sur elle-même, il n'y aurait aucune raison pour qu'elle soit en guerre avec l'Iran. Point final. Cela va à l'encontre de tout ce dont les États-Unis ont besoin ou qu'ils souhaitent dans cette région. Mais ils appartiennent à quelqu'un d'autre, et la classe des donateurs est loyale envers un autre gouvernement. Donc, ils font tout ce qu'on leur dit, comme de bons petits janissaires. Mais la principale force de frappe ne viendra pas des F-35. Ce ne sera pas non plus les F-18, car les missiles qu'ils transportent, comme, par exemple, les Hellfire ou d'autres du même genre, ont vraiment une charge utile légère. Nous verrons ensuite à quelle distance ils peuvent se tenir à l'écart et jusqu'où ils peuvent réellement voler. L'attaque principale viendra des Tomahawks. Et pour les Américains, il ferait bien d'espérer que leurs Tomahawks fonctionnent mieux que ceux qu'ils ont tirés au Nigeria, car sur les 12 Tomahawks lancés là-bas, 4 ont été confirmés comme ratés. Ils n'ont pas explosé. Et ce sont des ogives qui ont été retrouvées. Le missile a atteint sa cible, mais pas d'explosion. Donc ça fait un taux d'échec de 33%. C'est sacrément élevé. Je veux dire, imagine que tu tires avec une mitrailleuse et qu'une balle sur 3 fasse juste pouf, tu vois? Ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe pour la qualité de fabrication américaine. Peut-être que c'était juste une mauvaise série, parce que ces missiles, la plupart sont assemblés à la main. C'est ce qui les rend plus chers. On ne peut pas en produire beaucoup, mais on peut les vendre beaucoup plus cher. Ce qui est le but final du complexe militaro-industriel américain. Faire de l'argent. Quoi qu'il en soit, que tu gagnes ou perdes une guerre, les B-2 vont beaucoup servir. Ils ne feront pas venir les B-52 tant qu'ils ne sauront pas qu'il n'y a pas de système de défense aérienne. Ils essaieront d'utiliser les B-2, peut-être les B-1. Ceux-là, eh bien, peut-être, je ne sais pas. Ils pourraient devenir assez désespérés, mais probablement les B-2 qui interviendront là-bas.
Encore une fois, le problème auquel ils font face et qu'ils minimisent, c'est la sophistication du réseau de défense en Iran que la Russie a mis en place, ainsi que le système radar fourni par la Chine. Ce n'est pas l'Iran d'il y a 6 mois. L'Iran, désolé, mon accent du Sud ressort parfois, mais l'Iran d'il y a 6 mois, c'est une réalité très différente aujourd'hui, parce que la Russie et la Chine y ont fait affluer du matériel. Et d'ailleurs, devinez qui fait fonctionner la plupart de ces équipements. On ne forme pas des gens aussi vite sur ces systèmes. Je vous le garantis, ce sont des techniciens russes et des pilotes russes qui interviennent. D'ordinaire, pour un pilote de chasse, eh bien, je suppose qu'en raison de l'équipement que la Russie déploie, la Russie a afflué avec, ce que nous savons d'emblée, des S-400. Et l'élément clé du S-400, ce n'est pas le missile lui-même, qui peut engager une cible à environ 380 km et dont le radar peut vous détecter à 500 km. La portée d'engagement est d'environ 30 km supérieure à celle du S-300 et le radar atteint environ 100 km de plus. Mais la véritable différence réside dans les blocs de commandement et de contrôle. Ce que nous observons, c'est une synthèse de systèmes. Le bloc de commandement et de contrôle intègre le S-300, évidemment, ainsi que d'autres systèmes soviétiques et les plus récents systèmes russes. Il intègre également les systèmes de missiles HQ, qui sont ceux de la Chine. La Chine a aussi déployé des systèmes antiaériens. Et le Bavar, une seconde, j'ai mes notes ici. Oui, le système Bavar, qui est le système national iranien. Ils s'intègrent tous dans le système de commandement et de contrôle du S-400 et ils peuvent intégrer les Su-35 et les MiG-29, qui apparaissent désormais en nombre croissant en Iran, réunissant le tout dans un seul réseau. Le système peut suivre 72 cibles à la fois, et cela par batterie. Ainsi, une batterie d'S-400 intègre d'autres systèmes, d'autres batteries de S-300, des batteries de HQ, des batteries de Bavar, des avions de chasse et des chasseurs bombardiers en vol. Ils peuvent également abattre des missiles de croisière avec des missiles RR. Tout est intégré. Le système peut suivre 72 cibles et en engager 36, donc environ 50% à la fois. Il y aura plus d'une batterie. La Russie fait voler de nombreux avions de transport sans transpondeur au-dessus de la mer Caspienne. Ils disparaissent du signal du transpondeur, puis réapparaissent quelque part près d'une des bases aériennes. 2 autres sont arrivés hier. En plus de cela, la Russie a déployé, comme je l'ai dit, des Su-35, qui, soit dit en passant, peuvent affronter des F-35 américains. Surtout puisque la furtivité est très utile quand on combat un pays du tiers-monde qui ne peut pas vous voir et probablement pas vous atteindre de toute façon. Mais quand on affronte les Russes, et surtout maintenant, puisque les systèmes radars chinois sont encore meilleurs que ceux des Russes, non, ils te voient, ils te repèrent sacrément vite. Et pour tout ce qui n'est pas la furtivité, le F-35 n'est pas un concurrent du Su-35. Le Su-35 a une meilleure capacité d'emport, une meilleure vitesse, une meilleure autonomie. Il peut engager à une plus grande distance. Donc le grand atout du F-35, c'est qu'il n'est pas détecté par le radar. Mais une fois qu'il l'est, ce n'est pas un avion très agile. Pourtant, c'est l'avion principal des États-Unis aujourd'hui, parce que c'est un super avion. Il coûte des sommes énormes et rapporte beaucoup d'argent au complexe industriel, tant à la vente qu'à la réparation. Et ensuite, il y a les MiG-29, qui sont probablement les meilleurs intercepteurs au monde à l'heure actuelle parmi les avions de 4e génération, plus. La Russie n'a pas déployé les Su-57, qui sont des avions de 5e génération, plus. En plus de cela, la Russie a également inondé l'Iran de technologie. Au cours des 6 derniers mois,
Elle a introduit de nouveaux systèmes avioniques, des améliorations de propulsion, des mises à niveau des systèmes de brouillage et des radars pour les missiles de croisière, les missiles balistiques et les moyens aériens. Elle a également fourni de nouveaux affichages tête haute pour les pilotes, développés en Russie, non seulement pour les avions russes, mais aussi pour la flotte ancienne iranienne. Et puis, les Chinois ont introduit le système radar Beidou, qui est directement relié au satellite. D'ailleurs, il suit les porte-avions nucléaires américains. Ils ne peuvent donc pas simplement s'échapper, car ces données de suivi actualisées peuvent être transmises directement aux missiles hypersoniques dont dispose l'Iran, capables d'atteindre et de frapper des cibles à plus de 2000 km. Ces systèmes sont désormais intégrés ensemble, les S-400 russes et le système Beidou, ce qui crée une synthèse de ces technologies en quelque chose de bien plus vaste. L'Iran est devenu le terrain d'essai de ce système conjoint. Et une fois qu'il aura fait ses preuves, eh bien, le S-400 a fait ses preuves chaque jour depuis 4 ans. Il a été constamment mis à jour dans ses programmes et ses capacités de missiles. Le système Beidou a fait ses preuves entre le Pakistan et l'Inde. En Inde, les S-400 ont parfaitement fonctionné et les Indiens en achètent autant qu'ils le peuvent. Et le missile de croisière BrahMos a très bien marché, celui développé conjointement par l'Inde et la Russie. Les systèmes radar Beidou se sont révélés très efficaces contre les avions Mirage utilisés par l'Inde. Les Mirages ont échoué lamentablement, si bien que les Pakistanais en ont abattu un bon nombre de cette manière grâce au système. Ces systèmes ont fait leurs preuves au combat et ils sont maintenant en train d'être fusionnés en un grand système unique. Je pense que les Américains vont être confrontés à un très très grand défi qu'ils ne veulent pas reconnaître. Oui, pour comprendre ce qui se passe dans l'esprit de l'administration Trump, de Donald Trump lui-même, voici ce qu'a dit Steve Witkoff. Qu'en est-il des lignes rouges des États-Unis? Comment s'appliquent-elles à l'Iran? Le président m'a posé la question ce matin et il est, je ne veux pas employer le mot frustré. C'est plutôt qu'il comprend qu'il a de nombreuses alternatives, mais il est curieux. Il est curieux de savoir pourquoi ils n'ont pas, je ne veux pas dire capitulé, mais pourquoi ils n'ont pas capitulé. Pourquoi, sous ce genre de pression, avec la puissance maritime, la puissance navale que nous avons là-bas, ils ne sont pas venus nous dire « Nous affirmons ne pas vouloir d'armes, alors voici ce que nous sommes prêts à faire. » Et pourtant, il est difficile de les amener à ce point. Eh bien, voilà. Oui, c'est incroyable ce qui se passe. D'accord. De quelle couleur est le ciel dans ton monde? Parce que je pense que le mien est plutôt gris en ce moment, mais le sien est manifestement d'un violet psychédélique ou quelque chose du genre, parce qu'il ne vit clairement pas dans notre réalité. Je veux dire, les Iraniens, voyons, ils ont signé un document autorisant des inspections strictes en déclarant « Nous ne voulons pas d'armes nucléaires. Nous n'allons pas en construire. Nous ne nous battons pas pour en avoir. Nous n'en avons pas. Venez inspecter. » Ils avaient un accord d'ailleurs, que Trump a ensuite déchiré parce que c'était un accord d'Obama. Parce que, tu sais, lui et Obama ont une sorte de rivalité. Et maintenant, on en est revenu à... Eh bien, ils ne peuvent pas. Ils doivent nous dire qu'ils n'en veulent pas. Bon sang, qu'est-ce qu'ils racontent depuis, je ne sais pas, une vingtaine d'années? Enfin, je ne sais pas ce que Bibi Netanyahou répète depuis 30 ans. D'un jour à l'autre, dans une semaine, dans un mois, ils vont avoir l'arme nucléaire. Il a bâti toute sa carrière là-dessus. D'ailleurs, c'était le témoin vedette qui a poussé l'Amérique à envahir l'Irak. Et comment ça s'est terminé? Combien d'armes de destruction massive ont été trouvées en Irak? Eh bien, je vais vous dire quelle arme de destruction massive se trouvait en Irak.
Ça s'appelait un gouffre financier. Les États-Unis y ont englouti 7 000 milliards de dollars. Pour vous, Américains qui écoutez, sur vos 39 000 milliards de dettes, 7 000 milliards sont partis en Irak. Enfin d'accord, pas vraiment en Irak. La plupart ont fini dans les poches de Halliburton et d'autres entreprises. 7 000 milliards de dollars, presque un cinquième de la dette que vous devez, environ un cinquième et demi, sont allés là-bas. Mais si vous combinez cela avec l'Afghanistan, un quart entier de votre dette est allé à ces deux pays. Des gouffres financiers. J'imagine que c'était déjà détruit, mais il n'a de toute façon rien arrangé. L'Irak a été transformé en, pardonnez-moi l'expression, un trou à rats par les bombardements constants, la guerre et tout ce qui a suivi la chute de Saddam Hussein. Quoi qu'on puisse dire de lui, au moins il faisait fonctionner le pays et garder les lumières allumées. Ce qu'on ne peut pas dire des Américains quand ils sont arrivés en Irak. Ils n'ont pas réussi à garder les lumières allumées. Donc oui, voilà l'arme de destruction massive sur laquelle l'Amérique continue de tomber, le contribuable américain. Stas, je pense que l'une des choses que beaucoup d'entre nous ne semblent pas comprendre, c'est que la première attaque de juin 2025 n'était pas seulement une attaque israélienne, c'était une attaque américano-israélienne. Tout avait été planifié conjointement par les États-Unis et Israël. Ils avaient tout coordonné. Donald Trump avait déjà tenté cela auparavant. Ce n'est pas la première fois qu'il s'en prend à l'Iran. Mais cette fois, à mon avis, ce sera différent, car l'Iran est prêt à riposter. Les choses ne se dérouleront pas de la même manière que les Israéliens les ont gérées en juin 2025. C'est là la différence. Et quand on parle aux gens, quand on regarde ce qui se passe dans les médias traditionnels, ils ne le reconnaissent pas. Ils voient cela comme quelque chose de différent, un changement radical dans l'attitude de Trump. Mais non, Donald Trump lui-même a dit qu'il menait la guerre contre l'Iran, la soi-disant guerre de 12 jours. Ce n'est pas quelque chose que nous inventons. Alors comment l'administration Trump pense-t-elle qu'elle peut cette fois-ci obtenir un résultat différent? Eh bien, je vais accorder du crédit à Trump sur ce point. Je veux dire, essayez de comprendre Trump. C'est un ego enveloppé dans un chaos de confusion. Mais je suis assez sûr que si tu écoutes Wyckoff, tu dois croire qu'il parle de l'état d'esprit de Trump. Je suis assez sûr que Trump ne veut en réalité pas de celle-là, parce que le problème, c'est que ça va coûter, et ça va coûter cher. Cela pourrait lui coûter sa présidence. Mais le problème de Trump, comme pour tout président américain et pour tout le gouvernement depuis 30 ou 40 ans, c'est qu'ils sont sous influence. Très sous influence. Je pense que le dernier président américain qui ne l'était pas, à proprement parler, c'était probablement Ronald Reagan. Et je me trompe peut-être un peu là-dessus parce que je veux dire, c'est la classe des donateurs qui dirige. Et le donateur, la plus grande classe de donateurs de toutes, la classe des rétrocommissions dans ce cas, c'est le lobby israélien, suivi du lobby saoudien. Mais vous savez, le lobby ukrainien a peut-être dépassé le lobby saoudien. Il y avait même une vieille blague aux États-Unis dans les années 1980, quand on craignait que les Japonais n'achètent toute l'Amérique. On disait non, ils ne le feront pas, les Arabes ne la vendront jamais. Mais il y a beaucoup de vrai là-dedans, quand on regarde des choses comme celle-ci. Quand des étrangers possèdent votre gouvernement, rien de bon n'en sortira jamais pour vous. Peut-être pour les étrangers, mais certainement pas pour vous, pas pour les paysans du pays. Parce que c'est ce que le peuple américain est devenu, des paysans. Ils veulent construire plus de porte-avions, mais ils n'y arrivent pas. Ils ont actuellement un taux d'analphabétisme de 40% dans les écoles, un taux total d'analphabétisme de 21% pour l'ensemble de la population, et un taux d'analphabétisme partiel de 32%.
Donc, 53% des gens ne savent pas lire. On peut raconter n'importe quoi à ces personnes. À propos d'une guerre ou de tout autre sujet, ils ne s'en souviennent pas. Ils n'ont pas de base éducative sur laquelle s'appuyer pour se souvenir. Et c'est ce qu'ils deviennent, de simples travailleurs consommateurs. C'est tout. Du biomatériau. Et c'est là la caractéristique distinctive du système éducatif américain. 40% des élèves de 8e année ne savent ni lire ni écrire. J'ai regardé certaines de ces vidéos d'enseignants et les statistiques qui en sortent, c'est tout simplement stupéfiant. Je veux dire, j'ai fréquenté le système scolaire dans les années 1980 et les États-Unis, je crois, avaient alors un taux d'analphabétisme d'environ 3 ou 4%. C'était considéré comme incroyablement élevé. C'était incroyablement élevé pour n'importe quel pays du monde développé. Maintenant, c'est comme si on disait, c'était les bons vieux jours. C'était un âge d'or. Mais ces gens-là, ils ne comprennent pas. Donc oui, on peut leur faire avaler n'importe quel mot. On peut leur dire tout ce qu'on veut. Et Donald Trump, d'une certaine manière, fait partie de cela. Parce que même s'il sait évidemment lire, il ne lit pas vraiment. Je veux dire, quand on écoute ce qu'il dit à propos de ses droits selon la Constitution, je doute qu'il ait jamais lu ce document, alors qu'il est président des États-Unis. Je ne m'attends pas à ce qu'il connaisse ce petit texte qui limite un peu son pouvoir. Mais apparemment, c'est pas nécessaire. Mais cela dit, et tu as tout à fait raison, parce que Trump, d'après ce que disaient les gens de l'intérieur, se vantait auprès de tout le monde. C'est une frappe de décapitation. C'était pendant l'été. Ce sera fini très vite. On va juste éliminer quelques personnes. Et encore une fois, cette croyance américaine, occidentale, stupide, selon laquelle, quand on s'en prend, non pas à un gouvernement, mais à un chef de village, et que si on se débarrasse de lui, on peut faire tout ce qu'on veut dans ce village. Eh bien non. On a affaire à des gouvernements aguerris, vastes et profonds. Il y a toujours d'autres personnes prêtes à prendre la relève. Et oui, bien sûr, ils peuvent se retrouver avec des gens pires, ou au contraire avec des gens meilleurs. Et tu vas probablement te retrouver face à des gens bien plus agressifs, parce qu'ils viennent de voir leurs prédécesseurs, et peut-être leur mentor, peut-être quelqu'un qu'ils aiment, se faire descendre, comme dans un règlement de compte de gang, alors qu'il essayait de négocier avec toi. Alors, qu'est-ce que ça leur dit? Eh bien, soit je me rends, je me mets à genoux, ou je me couche, si on veut être plus cru. Soit je me bats contre toi jusqu'au dernier foutu ongle, bec et ongle, parce que je sais qui tu es, et je n'ai plus d'illusions maintenant. Il n'y a plus de négociation. C'est ce qu'on voit. C'est ce que la plupart du monde a compris désormais à propos de l'Occident. Et quand Marco Rubio arrive et prononce son discours de ré-empire, on vient pour vous, Sud global, c'est ça qu'ils entendent. Vous allez tous redevenir nos esclaves et nos paysans. Ouais bébé, on va vous remettre à votre place comme au bon vieux temps. Qu'est-ce que ça dit aux autres? Eh bien oui, c'est un combat à mort. Et quand 7 milliards d'êtres humains regardent 1 milliard d'autres qui sont oubliés, fous, ruinés et vivant pire que la plupart des 7 milliards restants, et que ces gens crient « Nous allons vous dominer », eh bien, à moins de pouvoir construire un immense asile, il faudra probablement les remettre à leur place, parce que c'est exactement ce qu'ils viennent de dire qu'ils allaient faire. Eh bien, dans ce cas, le problème, c'est que la décapitation ne va évidemment pas fonctionner. Essayez ce jeu-là. La révolution de couleur ne marchera pas non plus. Ils ont déjà essayé ce jeu. La Russie et la Chine ont apporté suffisamment d'équipements, non seulement pour brouiller les systèmes, mais aussi pour localiser les récepteurs. Ce que la Russie fait déjà sur le champ de bataille, afin de repérer les Starlink assez proches de la ligne de front pour frapper les quartiers généraux où qu'ils se trouvent. Le problème maintenant, c'est que faisons-nous? D'accord, nous ne pouvons pas conquérir l'Iran,
car cela nécessiterait environ 1,5 million à 2 millions de soldats. Les États-Unis de 1991, les États-Unis de 2003, c'étaient des réalités très différentes des États-Unis de 2026. L'armée est aujourd'hui radicalement différente et sa capacité s'est effondrée par rapport à 2003, qui était déjà bien inférieure à celle de 1991. Et même en 1991, les États-Unis n'ont pas affronté l'Irak seuls. Ils se sont entendus avec à peu près tout le monde, y compris des pays comme la Syrie, l'Égypte et l'Arabie saoudite. Ils se sont préparés pendant 6 mois le long d'une frontière terrestre. Très bien. Comment faire cela cette fois-ci? On ne peut pas entrer en Irak pour se déployer, car l'Iran ne va pas vous laisser vous installer à sa frontière et vous préparer. La chaîne d'approvisionnement est bien plus longue. Le problème de Saddam, c'est qu'il ne pensait vraiment pas que quelqu'un allait l'attaquer la première fois, ni la deuxième. J'imagine qu'il n'a pas très bien retenu la leçon. Que dire? Trompe-moi une fois. Honte à toi. Trompe-moi 2 fois. Honte à moi. Et il a permis aux Américains de se déployer pendant très longtemps au lieu d'attaquer le premier. Évidemment, ils vont m'attaquer. Pourquoi est-ce que j'attendrais? Je ne pense pas que l'Iran ferait cela si l'Amérique essayait de renforcer ses forces terrestres à sa frontière. Mais pour cela, l'Amérique devrait rétablir une conscription massive. On parle ici d'envoyer des soldats inexpérimentés dans la fosse. Sans parler du fait qu'il est évidemment impossible de passer par le Golfe Persique. Donc il faudrait passer par Israël ou le Liban. Et le Liban ne serait pas très content de ça, puis les faire traverser le désert pour atteindre la frontière. Rien qu'une conscription d'1 million, 1,5 million de personnes. Oui, je ne pense pas que le public américain apprécierait beaucoup. Donc évidemment, une invasion terrestre est hors de question. Ce n'est pas l'Iran de 1942. C'est l'Iran de 1918, 1919, 1920, quand les Britanniques ont envahi l'Iran. C'est un pays très différent. C'est un pays doté d'une armée moderne, qui a d'ailleurs été développée dans l'isolement, ce qui est assez intéressant. Voilà pour l'efficacité des sanctions. Si les sanctions ne fonctionnent pas contre l'Iran, comment pensez-vous qu'elles vont fonctionner contre la Russie? C'est absurde. Mais l'Occident ne change pas souvent d'avis. Il ne regarde pas non plus la réalité. Voilà donc une autre question. Alors, que nous reste-t-il? Eh bien, nous n'allons pas entrer dans une guerre nucléaire, espérons-le. À part cela, que nous reste-t-il? Ah, nous pouvons essayer de détruire le pays. Et parallèlement à la destruction du pays, une fois que nous commençons à faire cela, à tenter de détruire l'économie, les infrastructures, les nœuds de contrôle du pays, nos supplétifs, comme les divers groupes terroristes arabes, certains nationalistes azaris, et ainsi de suite, nous allons essayer de les remettre sur pied et de déclencher une guerre civile interne. Ce qui, soit dit en passant, est l'une des raisons pour lesquelles la Russie a envoyé des hélicoptères d'attaque Mi-28 en Iran. Tout le monde se demande, pourquoi faites-vous cela? Ils ne vont pas affronter des porte-avions. Non, en effet, ce n'est pas leur but. Ils vont affronter ces petits bouffons que vous avez soutenus et qui vont se soulever, et ensuite, ils vont se faire pilonner. Et ces hélicoptères d'attaque sont, je crois, également équipés d'un canon automatique de 30 mm. Alors tu sais, c'est ce qu'ils vont obtenir. Le rôle de ces forces est de les contenir pendant que la guerre avec les États-Unis se déroule en Israël. Et une fois que ce sera terminé, il s'agira d'éliminer ceux qui se sont soulevés. Donc, ni la Russie, ni la Chine ne laisseront l'Iran tomber. Maintenant, ce que les États-Unis, je ne sais pas ce que les États-Unis vont faire. Espérons que la meilleure chose qu'ils puissent faire soit d'envoyer une frégate jusqu'au détroit d'Ormuz et de dire « Vous voyez, ils ont peur de nous. C'est pour ça que le détroit est ouvert. Rentrons chez nous. Nous avons gagné. » Ce serait la meilleure chose à faire. Tu vois, nous sommes tous égocentriques.
Nous voulons sauver la face. Mais Netanyahou attaquerait probablement et pousserait Trump à retourner en guerre de toute façon. Voilà, c'est la situation à laquelle nous faisons face en ce moment. Oui, il est donc important de comprendre que pensent les médias traditionnels, que pense l'administration Trump, que pensent les commandants américains de la guerre. Nous savons que, dans la guerre en Ukraine, quelque chose de nouveau se produisait, quelque chose d'ampleur considérable. Le drone, tout le concept même des drones, a changé la nature, la situation de la guerre entre la Russie et l'ensemble de l'Occident en Ukraine. Et voici ce qu'ils ont dit sur Fox News à propos des drones et des capacités des États-Unis. Des exercices. Et maintenant, nous avons Cameron Shell, de la société de défense Dragonfly, qui déclare à Fox News que les manœuvres russes serviraient de couverture aux forces iraniennes pour déplacer leurs drones en position de frappe. Ils se sont placés sous le prétexte de mener des exercices militaires qui se déroulent justement le long du littoral. Et c'est une escalade. Les deux camps intensifient donc leurs préparatifs. Nous abordons maintenant votre domaine d'expertise, celui des drones. Réagissez à ce reportage, à l'idée que l'Iran utilise des drones, et expliquez comment la guerre par drone pourrait intervenir dans une situation de ce type. Eh bien, bonjour Carly. L'Iran, comme d'habitude, continue de penser qu'il peut s'en tirer, que l'Amérique ne regarde pas. Et cette posture de guerre, à mon avis, est une grave erreur de la part des Iraniens. L'histoire montre que cela se termine toujours mal pour eux. Entre nous et les Israéliens, nous disposons de beaucoup de renseignements à leur sujet. Ils aiment dissimuler leurs opérations de drones sous couvert d'exercices, tandis que nous faisons presque voler les nôtres en plein jour. Et je pense que c'est là toute la différence entre un régime qui prétend projeter de la force et une armée véritablement puissante. Ce que nous voyons en ce moment n'est pas une simple manœuvre militaire de routine, c'est une partie d'échec dans les airs. L'Iran repositionne des drones d'attaque sous couvert de ces exercices avec la Russie. Et cela me dit deux choses immédiatement. Premièrement, ils ne veulent toujours pas de transparence. Et deuxièmement, ils testent ce positionnement de combat sous le couvert d'une dénégation plausible. Et d'ailleurs, n'oublions pas que c'est exactement ce que la Russie a fait avant de partir en guerre contre l'Ukraine. Ils ont menti au monde, et même à leurs propres soldats, en disant qu'ils menaient des exercices militaires. Puis ils ont franchi la frontière et lancé des opérations. Et regardez, j'ai passé beaucoup de temps à travailler avec les MQ-1 et les MQ-9 Reaper américains. Quand le MQ-9 Reaper des États-Unis opère dans cette région, nous ne faisons pas de la posture, nous collectons des données. Nous cartographions les signatures radars, identifions les nœuds de commandement et de contrôle, observons comment les unités de drones iraniennes se déploient, à quelle vitesse elles se repositionnent, quelle fréquence elles utilisent, comment elles sont intégrées avec les Russes. Le Reaper n'est pas seulement une plateforme de frappe de précision par drone, c'est un centre de capteurs volants. Les États-Unis recueillent des informations importantes avant qu'une crise n'éclate. Mais en réalité, Téhéran doit bien réfléchir avant de tester à nouveau la détermination américaine. Ce n'est pas la première fois que les deux camps s'affrontent. Ils se font face depuis 4 ans en Ukraine. Comment percevez-vous ou que ressentez-vous à propos de la manière dont les États-Unis comprennent la guerre par drone? Je veux dire, je ne sais pas vraiment ce que je m'attends à entendre dans ce genre de discours. Je ne sais pas s'il est idiot ou non, mais évidemment, quand on l'écoute, il est clairement... Enfin, disons que dissimuler la vérité est déjà grave, mais il fait bien pire. Écoutez, d'abord, comprenons bien. L'Iran maléfique,
l'Iran méprisable, déplace des systèmes d'armes à l'intérieur de ses frontières. Comment ose-t-il faire ça? Pendant que nous, la démocratie blanche, douce, gentille et juste, le sommet de la civilisation humaine, le jardin dans lequel vous, sauvages, rêvez d'entrer, nous faisons voler nos drones d'attaque jusqu'à votre frontière. Parce que, eh bien, c'est comme ça. Nous avons le droit de le faire. Nous avons le droit de survoler votre espace aérien et de cartographier vos positions pour pouvoir les bombarder plus tard. Mais surtout, n'osez pas, vous, sales animaux barbares, vous, sous-humains, déplacer des systèmes d'armes à l'intérieur de vos propres frontières. Je veux dire, ça fait 20 ans qu'on est là. C'est un peu comme d'accord, très bien, peu importe. Maintenant dégagez. Combien de drones comme celui-là perdait-il face aux Houthis? Oh, environ 1 par semaine. Et ça, c'est contre les Houthis, pas une vraie guerre. Ouais, d'accord, envoyez les Reapers. Regardez-les se faire descendre. Heureusement pour vous, il n'y a personne à bord. Mais tous les autres avions qui arriveront auront droit au même traitement. C'est une énorme cible pour les S-300 et S-400. Mais voilà le problème. Un de ces Reapers coûte autant que le budget annuel d'une ville américaine moyenne. Vous savez, pourquoi réparer vos ponts et éduquer vos gamins qui ont des diplômes avancés en grattage de nez plutôt qu'en lecture et en écriture? Mais bon, vous pouvez toujours dépenser cet argent pour un drone qui va se faire abattre. Eh bien, le problème, encore une fois, c'est que les Américains sont obsédés par ce grand Reaper parce qu'ils y ont investi. Oui, le grand Reaper, le grand drone. C'était formidable il y a 10 ou 20 ans. La réalité aujourd'hui, c'est que si vous voulez fermer le détroit d'Ormuz, qui fait environ 30 km de large, il suffit de faire décoller quelques quadricoptères équipés de grenades anti-chars. Vous savez, les FPV, avec un joystick et un gamin assis quelque part dans une cabane sur une de ces côtes montagneuses. Et il dirige ce drone vers n'importe quel navire qui passe. Ce n'est pas difficile de bloquer cette côte. Vous n'avez pas besoin de gros drones. Vous n'avez pas besoin de gros missiles. En fait, vous pouvez le faire avec seulement 2 pièces d'artillerie. Le détroit fait quoi? Environ 35 ou 40 km de large. Vous pouvez le faire avec un seul canon d'artillerie de 152 mm. Vous pouvez atteindre tout ce qui bouge. Il est difficile de toucher une cible en mouvement comme un navire, mais c'est faisable. C'est tout à fait possible avec des drones FPV, surtout les plus grands. Les Américains se concentrent tous sur les gros drones qui leur coûtent 20, 30, voire 40 millions chacun. Alors que si l'on veut fermer les détroits, il faut des drones qui coûtent 6 000, 4 000, voire moins. Et puis il y a les Shahed, ou les Geran 1 plus avancés, ou encore les Geran 2 à réaction, qui peuvent, soit dit en passant, aller frapper un porte-avions, sans même parler des missiles hypersoniques. Donc ils ont les jouets qu'ils ont. Leurs jouets sont dépassés. Ils ne les ont pas modernisés. Tout comme le char M1, qui est un équipement très daté, à son apogée il y a 10 ans et qui n'a pas vraiment été mis à jour depuis. Mais ils doivent continuer à réglementer d'une manière ou d'une autre. Ils pensent qu'ils régulent le monde. Ils doivent d'une certaine façon justifier les dépenses qu'ils continuent d'accumuler. Les États-Unis, en matière de guerre par drone, sont extrêmement en retard. Vraiment en retard. Je veux dire, en juin dernier, les États-Unis présentaient leur version du Shahed. Les originaux, vous savez, avec le petit moteur, l'hélice, la première génération, brute. Et ils ont commencé la production de masse, parce qu'ils ne pouvaient pas, je suppose, concevoir quelque chose de mieux. Vous savez, oh, nous sommes au même niveau que les Russes. Eh bien non. Le Geran russe a pris cela comme base et est bien plus grand, bien plus rapide. Et puis, tu as le Geran 3 à réaction, ce qui veut dire, tu sais, bienvenue dans la cour des grands. Nous, on joue au basket universitaire, et toi, tu viens d'arriver avec l'équipe du collège. C'est à peu près ça. Tu apprends encore à tirer dans le panier, alors que nous, on est, disons,
un peu plus avancé. Et puis, eh bien, rien que ça dit tout. En août, c'était incroyable. Ils avaient une publicité à la base aérienne de Ramstein. Venez voir l'armée larguer sa première grenade depuis un drone quadricoptère. C'était en août de l'année dernière. Les deux camps faisaient déjà ça l'un contre l'autre depuis 3 ans avant ça. Eh bien, tu as rattrapé ton retard. Oui, impressionnant. Tu viens de rattraper ce qui se passe depuis 3 ans sans interruption. C'est un peu comme si, disons, les Britanniques en 1918 disaient « Hey, venez voir notre premier avion décoller ». Tu vois, quelque chose de ce genre. Waouh! Nous avons des avions que les Allemands utilisent depuis 3 ou 4 ans. Enfin, je sais que les Britanniques avaient déjà des avions à cette époque. Mais ce serait le même concept si les Américains annonçaient ça avec des drones. Donc ces types justifient des systèmes dépassés. Bien sûr, ils peuvent collecter beaucoup de données en ce moment. Mais tu sais pourquoi? Personne ne leur tire dessus. Dans un environnement hostile, ces Reapers sont finis. Et tout le paquet d'informations avec eux disparaît aussi. Et les Houthis l'ont prouvé. Je pense qu'avec les Houthis, nous avions plus de 3 drones par semaine. Il y a eu une semaine où ils en ont abattu plus de 3, si je ne me trompe pas. Je me souviens de cette période. Mais ce sera la même chose, je pense. Ce n'est pas que l'Iran soit beaucoup plus... Enfin, à mon avis, ils sont plus capables d'abattre ce genre de drone que les Houthis ou quiconque d'autre dans cette région. Mais Stas, en ce qui concerne la durabilité d'une guerre contre l'Iran, combien de temps peuvent-ils la maintenir, compte tenu de la quantité d'armes qu'ils ont introduites dans la région? Est-ce que cela va durer 10 jours, plus de 10 jours, moins de 10 jours, 1 mois? Comment vois-tu cela? Je leur donne 2 semaines avant que les missiles antiaériens ne soient épuisés. Peut-être même moins. Je n'en suis pas sûr. Raytheon a augmenté sa production de missiles Patriot il y a 2 ans, passant de 600 à 660. Le problème, c'est qu'ils sont tous assemblés à la main. C'est ainsi qu'on maximise le coût de chaque missile. 5 millions de dollars pièce, avec en moyenne 2 missiles par cible. À quelle vitesse épuise-t-on les stocks? Cela fait 330 cibles si l'on utilise la production annuelle complète. Bien sûr, il y avait des missiles de réserve, mais les États-Unis, même pour l'Ukraine, rachetaient des missiles qu'ils avaient vendus à d'autres alliés comme la Corée du Sud, parce qu'ils n'en avaient tout simplement plus. Ce qui, soit dit en passant, montre que les Européens et les Ukrainiens refusent de voir la réalité si les États-Unis n'ont tout simplement plus de missiles. Et Israël, en tant que principal propriétaire du gouvernement américain, a la priorité sur tout. Le problème pour les Israéliens aussi, c'est le dôme de fer, qui s'est révélé creux, et les missiles Arrow, ils en manquent également. Ils sont principalement fabriqués aux États-Unis, autant que je sache. Je veux dire, certaines pièces sont probablement produites en Israël. Mais le fait est que, pendant la guerre de 12 jours, alors que l'Iran faisait preuve de beaucoup de retenue, Israël a subi environ 5 à 6% de dégâts structurels. Et cela provenait d'un piratage. Ce n'est évidemment pas quelque chose que le gouvernement israélien a reconnu. Il s'agissait d'un piratage d'une base de données sur les réparations d'infrastructures. Et c'est ainsi qu'on a su combien de commandes avaient été passées. Cela revenait à environ 6% des bâtiments du pays endommagés ou détruits. En gros, toute l'infrastructure. Ce n'est pas surprenant si on y réfléchit. À moins de tirer droit dans le désert, partout où l'on tire en Israël, on touche quelque chose. Maintenant, est-ce que la plupart des Israéliens veulent vraiment cette guerre? Probablement pas. Ils peuvent être d'accord avec le fait de tuer des Gazaouis. Ça, c'est soutenu à environ 80%. Mais l'Iran, c'est autre chose. J'ai parlé avec certaines personnes, et elles reconnaissent que c'est du genre « Oh mince,
Mais puisqu'ils ne vont pas se débarrasser de Netanyahou et qu'il veut rester au pouvoir et éviter la prison, eh bien sûr, peu importe, on peut avoir une guerre. Je suis sûr que Netanyahou tiendra une conférence d'urgence en Italie ou quelque part ailleurs. Son fils vit pour Israël en Floride, pendant que d'autres Israéliens meurent. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, vous savez. Tout comme les enfants de Klitschko vivent pour l'Ukraine à Berlin, ou ceux de Zelensky vivent pour l'Ukraine à Londres. Et ainsi de suite, encore et encore. C'est typique, absolument typique de ces élites occidentales. Alors, combien de temps peuvent-ils tenir? Il y a beaucoup de questions ici. Tout d'abord, d'un point de vue strictement militaire, les États-Unis ont un énorme problème pour approvisionner leurs navires. Les navires de soutien n'existent pratiquement plus. Il en reste très peu. La marine marchande, en gros, n'existe plus. Ce sont des entreprises privées étrangères. J'en ai été témoin au port de Fort Jackson, le port militaire, en 2002, lorsque je dirigeais un projet militaire. Je me tenais là avec le major responsable du port, en train de regarder des chars M1 des marines être chargés sur un cargo battant pavillon russe. Je lui demande « Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur ?» Il me répond « Ah oui, bien, c'est notre petit secret. Nous n'avons plus de flotte marchande. Elle attend toute d'être mise à la casse, car elle date des années 1940-1950. Elle ne peut pas transporter d'équipements modernes. Donc oui, nous finançons tout cela par le biais d'entreprises privées. Bienvenue dans une petite part de la réalité du système logistique américain. Les armées gagnent et les armées périssent par la logistique. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas approvisionner vos troupes. Que se passe-t-il quand les missiles antiaériens sont épuisés ou quand les munitions d'attaque viennent à manquer? Ils lèvent l'ancre. Mais cette fois, ils ne peuvent pas filer jusqu'au Qatar pour se réapprovisionner. Ils doivent aller, eh bien bon sang, je n'en sais rien, peut-être en Italie, peut-être à Djibouti, je n'en sais rien. Je veux dire, tout votre golfe Persique est hors service parce que, soit dit en passant, tout va être détruit. Et l'Iran a dit aux pays de cette région, vous dites que vous êtes neutre? Très bien, vous êtes neutre. Nous allons quand même détruire les bases américaines là-bas. Et les Turcs aident probablement, parce que les Turcs maintenant, je viens juste d'entendre ça, vous savez, d'après les Israéliens, vous êtes les prochains. D'accord, très bien. Nous avons compris le message. Merci. Vous êtes soit des idiots de l'admettre, soit vous essayez simplement de faire échouer tout ça. Mais merci de nous avoir prévenus. Donc ça, c'est un côté. Et les missiles antiaériens, c'est un tout autre aspect de la question. Je suis sûr que l'Azerbaïdjan va entrer en jeu. Ils semblent déterminés à devenir une sorte d'Ukraine 2.0, sauf qu'ils sont coincés entre le marteau et l'enclume, ou plutôt entre une enclume et un marteau-pilon, entre la Russie et l'Iran, et ils ont réussi à énerver les deux. Alors, où vont-ils aller? Je n'en sais rien. Toutes ces petites zones vont être concernées, c'est certain. Mais il en va de même pour les milices chiites dans de nombreux pays, comme l'Irak, qui a un gouvernement chiite. Mais ensuite, on commence à regarder ces principautés du Golfe. Bahreïn est à 80% chiite, dirigé de manière tyrannique par une minorité sunnite de 20%, principalement issue de l'aristocratie. Combien de temps ce gouvernement peut-il tenir? En Arabie saoudite, les chiites se trouvent justement assis sur tous les champs pétrolifères. Voilà le genre de problème qu'on rencontre. Le gouvernement du Qatar, lui, règne sur une population d'environ un demi-million de citoyens et autour de 10 millions de travailleurs, pour la plupart des hommes sans droit, parfois même dans des conditions proches de l'esclavage. Combien de temps peuvent-ils garder le pouvoir si tout s'effondre? Et si les gens là-bas décidaient soudainement de prendre les choses en main et de devenir la majorité dirigeante, ces mêmes personnes qui vivent déjà sur place comme main-d'œuvre asservie?
Ces pays ne sont pas des entités stables, mais ils constituent les principaux alliés américains dans la région. La question devient donc, combien de temps peuvent-ils tenir? Il y a aussi la question du détroit d'Ormuz, et là, c'est une toute autre réalité. Fermez le détroit d'Ormuz pendant plus d'un mois, et vous aurez de gros problèmes à l'échelle mondiale. Non seulement les prix du pétrole augmenteront, probablement jusqu'à environ 150 ou 200, mais je ne dirais pas 300 ou 400 comme certains le font. Ce n'est pas non plus dans l'intérêt de la Russie, car cela ferait s'effondrer de nombreuses économies mondiales. Le problème devient alors quoi? Oui, les États-Unis ont suffisamment de pétrole pour subvenir à leurs propres besoins, plus ou moins. Il y a encore assez de pétrole. Bien sûr, les prix vont grimper. Le gouvernement américain pourrait soit nationaliser les compagnies pétrolières, ce dont je doute, soit instaurer des plafonds de prix. Il dispose donc de mécanismes pour au moins se maintenir. Mais les Européens sont complètement fichus, car le pétrole dont ils ont besoin passe par le détroit d'Ormuz et leur deuxième fournisseur de GNL est le Qatar. Donc, même si le gouvernement qatari ne s'effondre pas, par où passent ces navires transportant le GNL? Ah, attendez une minute. Par le détroit d'Ormuz. Pour les Européens, ce n'est donc pas seulement une question de prix. Il n'y aura tout simplement pas assez de pétrole sur le marché. C'est ça. Ils n'ont plus de pétrole. Il n'y a physiquement plus de pétrole. Qu'on le veuille ou non, un tiers du pétrole mondial passe par un seul point d'étranglement. Et maintenant, que faites-vous? Et ce point d'étranglement ne sera pas le seul, car il faut bien se dire que les Houthis vont passer à l'action. Et là, la mer Rouge devient un point d'étranglement. Donc même si vous sortez du golfe Persique, où allez-vous aller? Vous finirez par devoir contourner tout le cap de Bonne-Espérance, ce qui ajoute au moins 2 semaines à votre trajet. Ou tenter de traverser la mer Rouge sans être touché par les Houthis. Donc problème sur problème sur problème. Et là, on se retrouve avec un enjeu bien plus vaste, car les vassaux américains, on les appelle alliés, mais en réalité ce sont des vassaux, vont commencer à s'effondrer. Et maintenant, que faites-vous? Eh bien, les choses deviennent bien plus intéressantes. Bien sûr, l'Iran va, lui aussi, en souffrir, car il ne pourra pas exporter son pétrole. Mais il ne manquera pas de choses comme le diesel ou le blé, car la Russie a déjà déclaré « Nous les soutiendrons. Nous passerons simplement par la mer Caspienne pour les approvisionner. » Et si des drones commencent à frapper depuis l'Azerbaïdjan cessera d'être un pays. Très probablement et très rapidement, il cessera d'être un pays. Et Aliyev se retrouvera, eh bien peut-être qu'il sera encore en vie quand tout cela se terminera, s'il est assez stupide pour faire une chose pareille. Nous verrons bien. Mais ce sera un changement monumental. Ce sera un changement monumental. Il y aura des effondrements économiques, en particulier en Occident. Oui, la Chine en souffrira un peu, car elle ne peut pas se déplacer facilement à travers le monde. Mais la Russie peut fournir la majeure partie de ce pétrole, du moins combler cet écart. L'Inde aura des problèmes, mais ces pays survivront. Que va-t-il se passer en Europe, qui est déjà une économie dégradée, en train de s'effondrer dans de nombreux domaines? Prenons les Finlandais, par exemple. Vous savez, on se retrouve avec des problèmes qu'on s'est créés soi-même. Il y a eu un méthanier qui s'est retrouvé bloqué dans la glace, un navire américain, en route vers l'Europe, vers l'Allemagne. Ils ont envoyé leur unique brise-glace, un brise-glace diesel. Il s'est retrouvé coincé là-haut lui aussi. Et les Russes sont sanctionnés, les brise-glaces nucléaires russes. Maintenant, vous coupez le deuxième levier. Et ensuite, que faites-vous? Quand vous manquez de gaz naturel, que vous manquez de pétrole, et que l'économie de votre pays s'arrête peu à peu, combien de temps avant que les gens finissent par se prendre une claque
quand ils se retrouvent sans travail ou qu'ils ne peuvent plus allumer la lumière parce qu'on a fermé les centrales nucléaires. Intelligente. Et maintenant, que faites-vous? Peut-être que c'est à ce moment-là que certaines populations vont enfin se réveiller pour de bon, ou, si elles sont déjà réveillées, qu'elles auront enfin assez de courage pour se lever de leur canapé et agir réellement. Quand ils ne pourront plus nourrir leurs enfants. Ce sera un choc que l'Europe n'a probablement pas connu depuis 1941, ou peut-être 1914 ou 1915. Donc cela va être intéressant. Ce sera l'un de ces moments où l'on achète un tas de pop-corn, on s'installe et on rit de la balle dans le front qu'ils se sont tirés eux-mêmes, que les Européens ont provoqué avec les Américains, aidant à maintenir le pistolet bien en place pendant qu'ils appuient sur la gâchette. Alors oui, je veux dire, est-ce que l'Iran va souffrir? Bien sûr que l'Iran va souffrir. Je ne minimise pas cela. L'Iran va souffrir. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour détruire le pays. Le pays a-t-il un soutien de secours? Oui, il en a un. Il dispose d'un solide arrière-plan, la Russie et la Chine. Si les États-Unis commencent à frapper des actifs russes ou chinois, alors on entre dans une toute autre dimension de guerre. Et si les Chinois décident de bouger sur Taïwan au milieu de tout ça, les États-Unis sont fichus. Ils n'ont pas les moyens de mener deux grands fronts comme celui-ci, quoi qu'il se raconte. Et que se passera-t-il pour Trump quand les sacs mortuaires commenceront à revenir? Je doute qu'il coule un porte-avions. Les porte-avions sont en réalité extrêmement difficiles à couler. D'abord, ils sont énormes. Ensuite, ils comportent des centaines de compartiments étanches. Mais pour mettre un porte-avions hors jeu, il suffit d'endommager le pont d'envol. Endommage suffisamment le tarmac et c'est fini. Ça ne sert à rien. Ce n'est plus qu'une cible pour missiles ou pour torpilles. Il ne peut plus rien faire. Les avions ne peuvent ni décoller ni atterrir. Donc c'est inutile. Il faut l'évacuer. Mais tu sais, si 1, 2, 3 missiles hypersoniques frappent le Lincoln, combien de centaines de cadavres vont être générés instantanément? Et tous ces corps vont revenir. Dieu nous en garde, pour Trump, si quelques destroyers sont coulés. Et alors, ils ont maintenant réduit le nombre d'Américains sur ces bases autour de l'Iran et du Golfe Persique de 56 000 à 26 000. Mais cela reste 26 000 soldats qui sont pris pour cible. Ils seront tous visés. Il y a encore des milliers de soldats américains en Irak. Même si la situation en Irak durait encore 10 ans, on continuerait à leur dire « Partez, s'il vous plaît, partez, bon sang, sortez d'ici ». Et les États-Unis continuent de dire « Démocratie, oui, oui, maintenant, allez-vous-en, nous ferons ce que nous voulons ». Belle conception de la démocratie. Mais ces troupes sont toujours là. Elles sont aussi en Syrie, les troupes américaines en Syrie, et elles vont toutes devenir des cibles. Elles seront visées par des milices. Elles seront assiégées. Que feront-elles quand leurs provisions seront épuisées? On ne peut pas leur acheminer de ravitaillement. Depuis où? C'est bien là le problème. Si vous êtes dans une zone de conflit, encerclé dans un pays hostile, sans ligne d'approvisionnement, vous êtes coincé. Cela pourrait devenir très laid, très rapidement pour les Américains. Sans parler de ce qui va arriver aux Israéliens. Israël, sur le plan économique, pourrait être complètement détruit. En tant que pays, il ne sera peut-être pas anéanti, mais économiquement, il va droit dans le mur. Il perd déjà des gens de tous côtés. Que se passera-t-il quand tout basculera dans une guerre totale? Mais, encore une fois, les élections ont des conséquences. Comme le dit le proverbe russe, les peuples ont le gouvernement qu'ils méritent. Donc si c'est le gouvernement que vous méritez, c'est à cause de ce que vous avez fait ou n'avez pas fait. Et ensuite, vous vivez avec les conséquences. Sas, comment vois-tu les destroyers? Combien de personnes y a-t-il à bord de ces destroyers? Et s'ils commencent à attaquer l'Iran,
ils devront les faire venir. Il semble qu'il y en ait une quinzaine dans la région. Vont-ils tous les amener dans le golfe Persique ou seulement une partie? Comment cela fonctionne-t-il pour soutenir les avions de chasse et tous ceux avec quoi ils vont attaquer? Eh bien, l'Aegis. Tout d'abord, la plupart des attaques seront menées avec des Tomahawks. Ce seront des Tomahawks basés sur des navires, au sol, et des Tomahawks aéroportés lancés depuis les B-2. Ce sera la principale voie d'attaque. Maintenant, je ne suis pas sûr du nombre de personnes à bord d'un destroyer Aegis. J'étais un soldat de terre, donc je dois me renseigner sur tout ça pour la marine. Mais il y a probablement au moins un équipage de 150 personnes, quelque chose comme ça, si l'on considère qu'il fonctionne en 3 équipes. Peut-être plus, peut-être un peu moins. Je veux dire, un destroyer moderne est bien plus grand qu'un cuirassé du 19e siècle, même à vapeur. Ils sont longs, et si l'on compte les missiles, ils sont en réalité beaucoup plus lourds qu'ils n'en ont l'air. Mais combien de personnes? Eh bien, il faut savoir qu'un groupe aéronaval moyen compte entre 8 et 14 navires rattachés à ce porte-avions, y compris des sous-marins. Donc, beaucoup d'entre eux sont stockés ici. Il est indiqué, oui, je viens de vérifier, qu'il y a environ 350 mains à bord. D'accord. Eh bien, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. 350. Donc je suppose que 150 correspond plutôt à une frégate de nos jours. Oui, je veux dire, un destroyer actuel pourrait anéantir toute une flotte de navires d'il y a 100 ou même 150 ans. La technologie a simplement évolué avec ces destroyers lance-missiles. Mais c'est justement le point, c'est de là que viendra la majeure partie de la force d'attaque. Ces navires équipés de Tomahawk, les Tomahawks basés au sol, et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de navires ravitailleurs, ou très peu. On ne peut pas les recharger. Une fois ces missiles tirés, que fait-on? Et une fois les missiles antiaériens épuisés, que fait-on alors? Maintenant, si vous regardez sur le site de la marine, ils annoncent que leurs missiles antiaériens SM-6 peuvent intercepter des missiles hypersoniques. Ils sont déployés sur les navires et les porte-avions. Et ensuite, les systèmes Phalanx peuvent affronter les hypersoniques. Eh bien, les systèmes Phalanx ont déjà affronté des hypersoniques. Le SA-6, je suppose qu'il a une certaine chance. Le problème, c'est, quand les États-Unis l'ont-ils jamais testé? Les États-Unis n'ont pas de missiles hypersoniques. Ils n'ont pas de planeurs hypersoniques. Donc, ils ne peuvent pas tester leur propre système contre une cible hypersonique. Ils ne peuvent qu'imaginer, ou, vous savez, mentir effrontément selon le fabricant. Alors, est-ce qu'il en abattra un? Je veux dire, je suppose qu'il y a une chance. Bon sang, si vous croyez les Ukrainiens, une grand-mère a abattu un drone avec un bocal de cornichons. Pardon, une bouteille de cornichons. Elle se tenait sur un toit, l'a lancé là-haut et en a descendu un. C'était même écrit dans le journal, les choses qu'on lit dans le Kyiv Independent. Donc je suppose qu'une grand-mère peut abattre un drone avec un bocal de cornichons bien lancé. Je veux dire, elle devrait probablement jouer au baseball ou au football professionnel. Mais bon, qui compte? Je suppose qu'un système SA-6 a probablement de bien meilleures chances d'abattre un hypersonique. À quel point est-ce mieux? Eh bien, on n'en sait rien car ils n'ont jamais été testés. Donc, sur le papier, je peux postuler tout ce que je veux. Mais tu sais, la preuve est dans les faits, comme on dit. Et l'un de ces engins hypersoniques file à 2000 km. Et ça d'ailleurs, c'est un autre petit problème. Il faut se dire que les F-18 ont une autonomie d'environ 800 ou 900 km avant le carburant de sécurité. Ils ont environ 200 km de plus avec leurs missiles. Oui, les hypersoniques ont une portée de 2000 km avec liaison satellite. Donc, ils savent où se trouvent les porte-avions. Donc, soit le porte-avions doit se mettre en danger et s'approcher à portée de frappe,
soit il doit rester si loin qu'il faudra ravitailler ses avions 2 fois pour atteindre la cible, rejoindre leur point de tir à distance, lancer l'attaque et revenir. Et c'est un autre problème. Pendant la guerre de 12 jours, Israël a rencontré de grandes difficultés parce qu'il n'est pas entré, je veux dire, même en tenant compte de tous les dégâts. Il n'est pas entré dans l'espace aérien iranien. Ils ont surtout tiré depuis l'Arabie saoudite, l'Irak et ces zones-là, parfois même depuis la Syrie, lorsqu'ils visaient des cibles à la frontière de l'Iran. Ils effectuaient donc des frappes à distance, et la profondeur ou la portée de ce qu'ils pouvaient faire était très limitée à cause de cette distance. Ainsi, soit ces avions doivent s'approcher vraiment près et dire bonjour à Monsieur S-400 et au système radar Baodao, soit pour sauver la vie des pilotes, il faut rester si loin qu'on ne peut infliger que très peu de dégâts. Tagaran est assez loin à l'intérieur du pays, donc si tu veux infliger beaucoup de dégâts, tu es très limité dans les systèmes que tu peux utiliser. En gros, il ne te reste que les Tomahawk qui ont la portée nécessaire pour atteindre la zone. Tu sais, c'est comme ça que les choses se passent, comme on dit. Alors, que fais-tu? Tu es face à un dilemme. Soit tu risques la vie des pilotes, et tu dois ensuite affronter la réaction de la société quand ces pilotes se font abattre. Soit tu ne fais pas beaucoup de dégâts parce que, eh bien, que peux-tu faire? Quand ils disent qu'ils ont tous les systèmes de lancement, l'armée de l'air, comment dire, c'est du grand n'importe quoi. Je crois que c'est la meilleure façon de le dire. Ça a toujours été comme ça. Ils pensent qu'ils peuvent gagner des guerres. Ce n'est pas le cas. Ils ne sont qu'une branche de soutien de l'armée. Les gens qui gagnent les guerres, au bout du compte, ce sont l'infanterie et les blindés. Ceux qui vont directement sur place, plantent un drapeau et disent « Cette parcelle de terre nous appartient ». C'est comme ça qu'on gagne une guerre. Tu veux détruire un pays depuis les airs? Bien sûr, c'est possible. L'armée de l'air peut le faire. Mais encore une fois, cela ne gagne pas la guerre, parce qu'ils ne plantent pas le drapeau dans le sol. Le pays existe toujours. Combien ça te coûte-t-il en retour? C'est la grande question à laquelle nous allons devoir répondre. Donc encore une fois, la logistique. Tout tourne autour de la logistique. Tout dépend de la distance à laquelle ils veulent se rapprocher de la cible. Tu sais, ces généraux qui disent « Nous pouvons détruire tous les systèmes de lancement », c'est insensé, parce qu'avant tout, l'Iran en a enterré beaucoup. Ils ont des ascenseurs capables de faire surgir un tube de lancement. Ils lancent les missiles, puis ils redescendent aussitôt. Contre quoi tires-tu? Un missile lancé depuis les airs ne fera pas grand-chose contre un flanc de montagne, du béton armé. Il faut utiliser des systèmes d'armes un peu différents pour ce genre de cible, surtout si elle est enterrée assez profondément. Encore une fois, prenons un exemple simple. 1991, la guerre du Golfe. Les États-Unis et leurs alliés avaient un contrôle total, une domination aérienne complète sur l'Irak. Une domination aérienne totale. L'Irak est en grande partie un désert ouvert, ou du moins cette région de l'Irak est principalement un désert ouvert. Les Scud, ou Air 11, sont parmi les missiles balistiques les plus rudimentaires qu'on puisse trouver. Je veux dire, ils n'ont littéralement aucun système de guidage. Ils ont un gyroscope qui les maintient plus ou moins sur la trajectoire. Et quand le carburant s'épuise, c'est là qu'ils retombent. Tu les ravitailles juste assez pour atteindre la portée nécessaire à la cible. C'est tout. Et si le vent dévie un peu, il essaie de se corriger. Mais je veux dire, c'est lent, c'est régulier. À l'époque, les systèmes Patriot avaient énormément de mal à les intercepter parce que Raytheon mentait sur les résultats des tests. Donc ils volaient. Et combien de systèmes de lancement de Scud ou de Air 11, l'US Air Force et les forces aériennes alliées ont-elles détruit? 0. Ils n'ont pas pu les trouver. 0. Maintenant, tu veux combattre l'Iran avec des positions préparées, des montagnes, et tu dis que tu vas éliminer tous ces systèmes. Tu sais,
Si ces généraux et amiraux qui racontent ces absurdités avaient un peu d'honneur, ou si leur vie en dépendait, s'ils avaient tort, ils devraient se tirer une balle avec leur propre arme de service, pour toujours. Peut-être qu'ils donnent d'autres conseils. Peut-être qu'ils disent quelque chose de plus rationnel et qu'ils y réfléchissent vraiment. Mais au lieu de faire ce qui serait honorable, se mettre soi-même dans la tombe pour avoir été idiot et avoir lancé son pays dans une guerre qu'il ne peut pas gagner, il se retrouve simplement promu, une fois sorti de l'armée, à un poste à plusieurs millions de dollars dans l'une de ces entreprises, ou à commenter l'actualité sur Fox News ou CNN. Dans tous les cas, il s'en moque complètement. Il n'assume aucune responsabilité. Aucun général de l'armée américaine n'a jamais été traduit en cour martiale pour l'un de ses échecs au cours des 30 dernières années. Ils ont été promus, ou bien ils ont quitté l'armée pour être promus dans les entreprises. Voilà tout. Il n'y a aucune responsabilité. Ouais, c'est regrettable. Ouais. Je dois y aller. J'ai un autre rendez-vous où je dois me rendre. Je suis désolé pour ça. Merci beaucoup, Seth. C'était un plaisir de te parler aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de te parler aussi. Désolé si j'ai un peu trop parlé. Non, non, non. J'allais justement conclure, d'ailleurs. Merci beaucoup, ce fut un grand plaisir. Merci. Au revoir. Pareil ici, c'est toujours un plaisir d'avoir de tes nouvelles. À bientôt. Au revoir. Merci.